Mardi 5 avril 2022, voici les titres. Burkina Faso, le Premier ministre installe une task force pour plus d'efficacité dans la lutte contre le terrorisme. Installée aujourd'hui même, cette équipe pluridisciplinaire composée de 19 membres dispose de 3 semaines afin de proposer des actions concrètes dans la lutte contre le terrorisme. Il sera également question dans ce 20 heures de la détention de l'ancien président du Faso, Roch Kaboré, détenu par les nouvelles autorités depuis plus de 2 mois en résidence surveillée. Cependant, qu'en est-il de cette privation de liberté du point de vue du droit? Pour ce soir, le juriste Wilfried Zoundi nous donnera son point de vue. Cannes 2023, direction la Côte d'Ivoire. Le président de la CAF a se dit rassuré quant à l'avancée des travaux pour la prochaine Cannes qui se déroulera du 23 juin au 23 juillet 2023 dans ce pays. Une visite qui s'est conclue par une conférence de presse dont vous aurez les détails en fin d'édition. Mesdames, Messieurs, c'est toujours un plaisir pour moi de vous informer. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Le Premier ministre Albert Ouedraogo a procédé ce mardi 5 avril à l'installation des membres de la Task Force pour l'opérationnalisation de la stratégie nationale de lutte contre le terrorisme, composée de 19 membres dont des éléments des forces de défense et de sécurité ainsi que des civils. Cet organe dispose de 3 semaines pour non seulement finaliser la dite stratégie mais également proposer des actions prioritaires à mettre en œuvre dans la lutte contre le terrorisme. C'est avec Maxime Jean-Eudes Bambara et Cheikh Omar Ouedraogo. C'est l'organe chargé d'opérationnaliser la stratégie nationale de lutte contre le terrorisme. La task force, composée de 19 membres, a été officiellement installée par le Premier ministre. Cette équipe pluridisciplinaire est composée d'éléments des forces de défense et de sécurité, ainsi que de civils spécialistes des questions sécuritaires ou ayant participé à l'élaboration de la stratégie nationale de lutte contre le terrorisme en 2021. Cet organe travaillera sous la supervision des ministres concernés avec pour mission de finaliser le processus d'approbation de la stratégie en prenant en compte la mise en cohérence avec les autres stratégies concurrentes à la lutte contre le terrorisme. Finaliser son plan d'action, proposer une feuille de route de sa mise en œuvre, proposer l'architecture et les termes de référence de la coordination nationale de la lutte contre le terrorisme et superviser son installation, proposer les actions prioritaires à mettre en œuvre et en assurer la coordination en attendant la mise en place de la coordination nationale. Si l'accent était jusque-là mis sur l'option militaire, il importe aujourd'hui pour le ministre de la Défense Barthélémy Semporé d'avoir une approche qui intègre toutes les dimensions nécessaires pour une maîtrise globale de la crise sécuritaire. Il s'agit donc de faire en sorte que dans ce travail que la task va mettre en place, qu'il y ait une consultation globale qui permet d'identifier l'ensemble des acteurs qui vont mettre en œuvre cette nouvelle stratégie qui se veut inclusive, participative et qui va prendre en charge de façon très vigoureuse la lutte contre le terrorisme, du niveau stratégique jusqu'au plus bas niveau, en impliquant les communautés dans les régions administratives. Les membres de la task force, avec à leur tête le colonel-major à la retraite Théodore Nabapalé, ont 3 semaines pour mener leur mission. Et le chef du gouvernement d'exhorter ces derniers à s'investir à fond pour la réussite de cette mission d'opérationnalisation de la stratégie nationale de lutte contre le terrorisme. Retour sur la présentation de la feuille de route de la transition par le chef du gouvernement Albert Ouedraogo, qui a été suivi de débats à travers les questions des représentants du peuple au sein de l'Assemblée législative de la transition. Parmi ces questions, on retient entre autres celle de la dépolitisation de l'administration publique. Retour sur les grandes lignes des réponses apportées par le Premier ministre. C'est dans ce reportage signé Serge Kaboré. Le premier grand oral du chef du gouvernement Albert Ouedraogo, qui a consisté à la présentation de la feuille de route de la transition, n'a pas été soumis à la sanction d'un vote par les députés, mais a tout de même été suivi de débats pour les besoins d'éclairage des députés. À cet effet, plusieurs questions ont été adressées au Premier ministre par les représentants du peuple, dont l'une concerne la dépolitisation de l'administration publique. À ce sujet, Albert Ouedraogo promet de remettre au goût du jour de l'avant-projet de loi produit en 2015 sur la question et qui n'avait pas été transmis à l'Assemblée nationale pour adoption. Pour la dépolitisation de l'administration, nous allons faire en sorte que pour l'accès aux postes, notamment les postes de responsabilité, que ce soit fondé
sur les compétences techniques et sur les valeurs morales. Ce qui veut dire qu'il faut bien sûr élaborer des profils et des critères donc, d'accès au poste. Et bien entendu, la question des tests de recrutement des directeurs généraux, bien sûr, c'est une question qui est d'actualité. Les détails des primes d'opération pour les soldats présents sur les théâtres d'opération et ceux tombés sur le champ d'honneur ont aussi été évoqués par le chef du gouvernement. Alors pour les soldats du rang, les primes c'est 3 000 francs par jour, et pour les sous-officiers 4 000 francs par jour, et pour les officiers 5 000 francs par jour. Pour ce qui concerne les ayants droit, donc c'est 10 millions aux ayants droit. Maintenant, il faut dire que quand un soldat tombe, il est aussi donc automatiquement promu au grade supérieur. Et son salaire est payé donc pendant 5 ans. Donc 2 ans, pendant 2 ans, donc sa famille bénéficie du salaire plein et pendant 3 ans, c'est la moitié du salaire. Autre sujet sur lequel les députés ont demandé davantage d'éclairage, le coût de l'effort de guerre. Et le Premier ministre de préciser qu'au stade actuel, la part du budget consacré à la défense et à la sécurité est de l'ordre de 1/5 du budget national. Albert Ouedraogo a aussi rassuré de la continuité du Plan national de développement économique et social PNDS 2. Compte tenu des priorités que nous avons, compte tenu aussi des actions qui sont prévues dans l'agenda de la transition, il sera nécessaire justement pour nous de voir dans ce PNDS 2-là quels sont les projets structurants. Quand on parle de projets structurants, ce sont les projets à fort potentiel, à fort impact. Donc qu'on va choisir, qu'on va sélectionner et qu'on va mettre en lien avec les actions qui sont prévues dans l'agenda de la transition pour faire un nouveau référentiel de développement. Parce que le PNDS 2 a été élaboré de façon participative et de façon inclusive. Face à la crise alimentaire occasionnée par le déficit céréalier de la campagne agricole 2021-2022, le gouvernement entend renforcer la mise en œuvre du plan de réponse et de soutien aux personnes vulnérables à travers plusieurs mesures. L'Assemblée législative de la transition a adopté ce 5 mars 2022 à l'unanimité son règlement intérieur, un texte de 170 articles qui va encadrer les actions des députés tout au long de la législature de la transition. Le texte prévoit une réduction du nombre de membres du bureau de l'Assemblée législative de la transition. La durée des sessions est également passée de 90 jours à 45 jours conformément à la charte de la transition. Le document sera donc soumis au Conseil constitutionnel pour vérifier sa conformité à la Constitution avant son application. Yves Kafando est le président de la commission ad hoc qui est chargé de la rédaction du règlement intérieur. Suivons cet extrait d'Abdoul Rahim Niénié. Et pour dire, cette législature, nous sommes passés à 5 commissions. Comparativement donc à l'ancienne législature qui était à 8 commissions. Au niveau donc de la vice-présidence, cette législature, nous sommes passés à 4 vice-présidents, comparativement à l'ancienne qui était donc à 6 vice-présidents. Pour les membres du bureau, il faut dire que l'ancienne législature était à 19 membres. Et cette nouvelle législature, nous sommes à 11 membres. Donc c'est pour dire que nous avons travaillé à réduire le nombre de postes, à ne pas créer suffisamment de charges. Et il y a aussi le fait que nous sommes 71 députés, alors que l'ancienne législature, elle était à 127 députés. Donc c'est un ensemble de paramètres que nous avons jugé utile de tenir compte donc, dans les grandes réformes que nous avons entreprises. Voilà déjà plus de 2 mois que l'ancien président du Faso-Roch Kaboré est placé en résidence surveillée par les nouvelles autorités qui évoquent des questions sécuritaires. Pour le juriste Wilfried Zoundi, cette notion n'est pas prévue dans le droit positif burkinabé. Il affirme que cette privation de liberté du point de vue du droit ne peut être faite que sous le contrôle des autorités judiciaires au risque de parler de détention arbitraire. Abdoul Rahim Niénié pour le reportage.
Depuis sa chute du pouvoir le 24 janvier 2022, le président du Faso Roch Marc Christian Kaboré est entre les mains des militaires qui disent l'avoir mis en sécurité. Aux premières heures du coup d'État, les nouvelles autorités ont déclaré qu'il était en résidence surveillée, une notion qui n'est pourtant pas consignée dans le code de procédure pénale du Burkina Faso, selon le juriste Wilfried Zoundi. Pour lui, c'est une question purement administrative et contraire à la Constitution. L'administration nous parle de résidence surveillée. Dites résidence surveillée qui n'existe pas dans notre code de procédure pénale, à savoir le droit positif en vigueur. On a vu qu'en 2015, l'administration était obligée de prendre un acte réglementaire pour organiser la détention de Djibril Bassolé. Des détentions administratives qui s'est fait en dehors du contrôle des autorités judiciaires. La loi encadre plutôt la garde à vue dans le cadre d'une enquête préliminaire, la mise en examen pour des infractions de crime, la détention de contrôle judiciaire et la détention préventive. La loi prévoit également la détention provisoire, une privation de liberté qui vise 3 objectifs selon notre juriste. La détention est une mesure exceptionnelle qui vise à empêcher ce qu'on appelle la subordination des témoins. C'est-à-dire pour éviter que la personne qui fait l'objet d'enquête puisse corrompre certains témoins. Deuxièmement, quand il n'y a pas de garantie de représentation, lorsqu'on estime que lorsqu'on libère la personne est susceptible de prendre la fuite, ou bien dans le but également de protéger la personne, ce qu'on dit les motifs d'ordre public. Imaginez par exemple une personne qui commet un crime grave dans un quartier. Pour éviter souvent les vindictes populaires, il faut souvent mettre la personne en détention provisoire dans le but également d'assurer sa sécurité. Si dans le cas espèce du président Roch Kaboré, la détention vise à préserver sa sécurité, cela devrait être fait sous le contrôle de l'autorité judiciaire, conformément à l'article 3 de la Constitution. Lorsqu'une personne fait l'objet d'une détention provisoire, c'est une ordonnance, décision motivée du juge. Et le procureur du Faso même donne également ses réquisitions, c'est-à-dire donne également son point de vue de cette mesure privative de liberté. Et notre Constitution dit, lorsque toute détention qui est faite, non pas en vertu de la loi, toute détention qui est faite en dehors du contrôle des autorités judiciaires n'est ni plus ni moins qu'une détention arbitraire. Si par la suite on nous prouve que la détention s'est faite sur le fondement des dispositions prévues par la loi et sous le contrôle des autorités judiciaires, là, on est quitte. Pour le juriste, si la détention de Roch Kaboré n'est pas faite sous le contrôle des autorités judiciaires, il appartient à qui de droit de saisir les autorités compétentes. En attendant, le gouvernement de transition dit être en concertation afin que Roch Kaboré puisse regagner son domicile. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur a tenu ce lundi sa première session du conseil d'administration du secteur ministériel de l'année 2022. Objectif visé, examiner et adopter le projet de rapport d'activité de l'année 2021, le rapport d'évaluation de la performance des structures du dit ministère et le programme d'activité de l'année 2022. Lutte contre l'insécurité dans le cadre de l'intégration sous-régionale, c'est sous ce thème que s'est tenu ce CASEM et le point c'est avec Maxime Jean-Eudes Bambara avec la voix de Fatimata Nikema. À l'heure du jour de cette première session du conseil d'administration du secteur ministériel de l'année 2022 du ministère en charge des affaires étrangères, l'examen et l'adoption de 3 documents. Il s'agit notamment du projet de rapport d'activité de l'année 2021, du rapport d'évaluation de la performance des structures du dit ministère et du programme d'activité de l'année 2022. De la participation du Burkina Faso aux rencontres statutaires des organisations sous-régionales, régionales et internationales, à la contribution du pays à la promotion de l'intégration africaine, en passant par la poursuite des réformes pour un meilleur pilotage du ministère, Olivia Rwamba se réjouit des acquis engrangés en 2021, mais note des dysfonctionnements qui ont handicapé l'atteinte des objectifs assignés à son département. Notamment, l'absence ou la faible utilisation des outils de pilotage que sont l'organigramme du ministère, les organigrammes des structures du ministère
et la non-tenue régulière des cadres de concertation dans beaucoup de structures. Il s'agit également d'absence des lettres de mission pour les responsables de premier niveau, des contrats de performance et des fiches d'attente pour les agents. Avec la suspension du Burkina Faso des instances sous-régionales, notamment la CEDEAO et l'UEMOA, le défi pour le ministre est de travailler à renforcer la coopération bilatérale avec les pays de la sous-région et restaurer la confiance avec les organisations sous-régionales. Le travail en priorité qui doit être fait, c'est de ce que le Burkina puisse regagner la grande famille sous-régionale au niveau de la CEDEAO, au niveau de l'Union africaine, afin que les projets intégrants qui relèvent de cette union-là puissent vraiment revoir jour et continuer. Pour le programme de 2022, le ministre Olivier Rwamba souhaite le voir réaliste et réalisable. Programme qui prendra en compte les priorités et orientations définies par le président du Faso, à savoir restaurer l'intégrité du territoire national et refonder l'administration burkinabé. D'où le thème du CASEM, lutte contre l'insécurité dans le cadre de l'intégration sous-régionale. Pour la mise en œuvre du programme d'activité 2022 du ministère, qui comprend 4 grands axes, la dotation budgétaire globale est estimée à un peu plus de 56 milliards de francs CFA. Parlons à présent santé sexuelle et reproductive, en abrégé SSR au Burkina Faso. Parlons plus précisément de ses composantes, comment se fait sa mise en œuvre et quelle est la loi qui l'encadre. En passant par les phénomènes d'addiction tels que la toxicomanie et l'alcoolisme, le docteur Albert Ian, médecin de santé publique à la direction de la santé de la famille, apportera des éléments de réponse à toutes ces questions. C'est un reportage signé Fatimata Nikema. Depuis 1994, la santé sexuelle et reproductive est définie comme un état de bien-être total sur le plan physique, mental et social, et cela relativement à tous les aspects du système reproductif. Selon le docteur Albert Ien, elle concerne toute la population et est subdivisée en 5 volets. Il s'agit de la santé de la femme, de l'homme, de l'enfant, des vieilles personnes et celle des jeunes et adolescents. Et chaque volet a une composante spécifique. Si vous prenez la femme, il y a tout un lot donc, de composantes. Si vous prenez l'enfant, c'est la même chose, l'adolescent, ainsi de suite, jusqu'aux personnes âgées. Maintenant, il y a des composantes communes et également des composantes d'appui. Maintenant, pour ce qui va concerner donc, l'adolescent et le jeune, ça sera notamment lors des consultations prénuptiales et préconceptionnelles. Il y a également parmi ces composantes la prise en charge de la santé de ces jeunes et adolescents. Ces composantes prennent en compte également la lutte contre les grossesses précoces, les avortements à haut risque, clandestins notamment, et les mariages, la maternité précoce. Et également, il faut voir ici la question des soins curatifs, préventifs, et promotionnel en rapport avec la santé sexuelle et reproductive. Et aussi ici, il faut prendre en compte la promotion des activités sportives par donc, les adolescents. Et nous devons aussi encourager, notamment à donner les conseils nutritionnels et également beaucoup de conseils et de prise en charge pour ce qui concerne les comportements à risque. La loi qui encadre d'ailleurs la santé sexuelle, de la reproduction et de la planification familiale en son article 11 stipule que les jeunes et adolescents ont droit à l'information. Des informations en lien avec la qualité des produits, les avantages, les inconvénients ainsi que les risques. C'est-à-dire que s'ils désirent utiliser les méthodes, on doit pouvoir leur donner l'information juste. S'ils utilisent les services, on doit pouvoir leur offrir les soins de qualité comme il se doit dans les normes. Voilà pourquoi je dis qu'il y a un document de politique et normes en matière de santé de la reproduction qui dit comment les services doivent être offerts à ces adolescents. La loi et les textes qui encadrent l'offre de services sont connus, mais la mise en œuvre n'est pas toujours évidente. Selon Dr Ien, le problème majeur reste le manque de communication. Les jeunes sont souvent victimes notamment des infections sexuellement transmissibles liées au fait qu'ils font des rapports sexuels précoces non protégés avec parfois donc du multipartenariat, ce qui n'est pas recommandé. Donc il y a des expositions à tout moment. Et comme ils n'ont pas la bonne information, donc facilement les jeunes filles tombent enceintes et ça aboutit le plus souvent aux avortements.
Sans oublier les phénomènes d'addiction, la toxicomanie et de l'alcoolisme, ce qui prouve que les jeunes d'aujourd'hui font face à beaucoup de problèmes de santé. Selon le docteur Albert Hien, l'État fait d'énormes efforts pour l'accès des services de santé aux jeunes à travers la formation des ressources humaines de qualité. Mais la couverture intégrale du territoire pose problème. La qualité donc des ressources humaines n'est pas la même partout. Voilà, il y a des services où, bon, par exemple, on a besoin, vous arrivez pour demander un service, je prends l'exemple de la planification familiale, où vous devez d'abord avoir l'information de qualité, la présentation des différentes méthodes avec les efficacités et les inconvénients et les risques avant de choisir. Si vous n'avez pas une personne qualifiée comme une sage-femme, par exemple, ou bien en tout cas quelqu'un qui a été, même s'il n'est pas sage-femme, mais qui a été formé sur la planification clinique, mais il ne pourra pas vous donner la bonne information. Il salue donc les actions menées par les organisations de la société civile pour promouvoir l'accès des services de santé aux jeunes. Selon Dr Hien, les diagnostics et données qu'elle récolte peuvent servir de guide pour les gouvernants, mais aussi pour des plaidoyers auprès des décideurs. Quant aux conclusions et recommandations de l'audit de Burkaso, le docteur Albert Hien pense qu'elles serviront dans le cadre de l'élaboration d'un nouveau plan stratégique pour la santé des adolescents et des jeunes. Du 31 mars au 2 avril dernier, s'est tenue une campagne d'évangélisation de 72 heures avec pour thème Jésus-Christ est Sauveur, initiée par le groupe du Renouveau charismatique catholique Wenfang Gré de Taptenga de la paroisse Notre-Dame de Fatima de Dassasgo. Cette deuxième édition était l'occasion de prêcher la bonne nouvelle en vue de sauver des âmes. Chants et louanges ont rythmé cette cérémonie dans la chapelle Saint-Pierre de Taptenga de Ouagadougou. Une cérémonie qui s'est d'ailleurs faite en présence d'un reporter sur place. Le compte rendu de Salmatou Zongo avec la voix de Serge Caboret. Chants, louanges, adoration, nous sommes à la chapelle Saint-Pierre de Taptenga. C'est dans cette ambiance que le groupe du Renouveau charismatique catholique Wenfang Gré de Taptenga, de la paroisse Notre-Dame de Fatima de Dassasgo, a tenu ses 72 heures de campagne d'évangélisation. Dénommée Jésus-Christ est Seigneur, cette campagne d'évangélisation a débuté le 31 mars dernier. Elle intervient dans le cadre du carême chrétien avec en ligne de mire la situation socio-sécuritaire du Burkina Faso. Avec foi et détermination, ces fidèles chrétiens ont prié pour le retour de la paix au pays des hommes intègres. Aujourd'hui, 5e dimanche du temps de carême, les textes liturgiques nous invitent à la confiance à la miséricorde de Dieu. Deuxième du genre, cette campagne a connu la présence de plusieurs hommes de Dieu venus prêcher la bonne nouvelle. Au terme des différentes prêches et prières, plusieurs participants touchés par la parole de Dieu se sont convertis séance tenante. Toute chose qui s'inscrit en droite ligne des objectifs de la campagne d'évangélisation. Je m'interpelle à être une bonne terre. Et je dois être une bonne terre. Grande messe de prière et d'intercession pour les malades, c'est ce qui a constitué le clou de cette campagne du groupe du Renouveau charismatique catholique Wenfang Gré de Taptenga. Rendez-vous est pris en 2023 pour la 3e édition. Et puis, hors de chez nous, le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, était ce lundi en Côte d'Ivoire, pays hôte de la CAN 2023. Un déplacement qui s'est conclu par une conférence de presse durant laquelle il s'est montré optimiste quant à l'état d'avancée des travaux de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, qui, en rappel, se déroulera du 23 juin au 23 juillet 2023. Suivant ce reportage. Le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, en visite à Abidjan lundi, s'est dit rassuré par l'avancée des infrastructures pour la prochaine CAN qui se déroulera du 23 juin au 23 juillet 2023 en Côte d'Ivoire. Patrice Motsepe a mentionné l'élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football prévue en avril, mais maintes fois reportée. Le 23 avril, il y aura des élections. Le 23 avril, il y aura des élections. Le candidat qui doit gagner doit être le candidat du peuple de Côte d'Ivoire. Le candidat qui doit gagner
must be the candidate of the people of Côte d'Ivoire. Cette élection est à l'origine de forts remous au sein de la FIFA ces derniers mois. L'ancien attaquant de Chelsea, Didier Drogba, fait partie des candidats. On m'a déconseillé de rencontrer les gens du football, les propriétaires de clubs. Je dois les rencontrer. Mais je dois les rencontrer. Parce que je ne peux pas arriver ici et ne pas rencontrer toutes les parties prenantes. Ils doivent me dire ce qu'ils ont en tête. La FIFA a été placée sous tutelle en décembre 2020 par la FIFA qui a installé un comité de normalisation pour tenter de régler cette crise. Un sage a dit un jour, ce n'est pas grave de tomber, le plus important c'est la vitesse à laquelle tu te relèveras. Nous ne devons pas négliger les moments tristes de notre vie car ce sont eux qui permettront d'apprécier le vrai bonheur. C'est tout pour ce 20h, merci de nous avoir suivis et à demain pour de nouvelles informations.